À Noël, je faisais un double service aux urgences. Mes parents et ma sœur ont dit à ma fille de 16 ans qu'il n'y avait pas de place pour elle à table. Elle a dû rentrer seule chez nous et passer Noël dans une maison vide. Je n'ai pas fait de scène. J'ai agi à la place. Le lendemain matin, mes parents ont trouvé une lettre devant leur porte et ont commencé à hurler. La veille de Noël, je suis rentré à la maison vers 23h45, complètement épuisé. J'avais fait un massage cardiaque à un homme qui disait juste qu'il était fatigué. Il était aussi bleu. Ce genre de service. Donc quand j'ai vu les bottes d'habits près de la porte, ma première pensée a été « quelqu'un saigne ». Puis j'ai vu son manteau affalé sur l'accoudoir, son sac de nuit encore fermé. Et elle recroquevillée sur le canapé dans une position de sommeil serrée et inconfortable. Comme si elle ne faisait pas confiance aux meubles. Je suis resté là, à attendre que la logique me rattrape. Elle était censée être chez mes parents pour la tradition de la nuit de Noël. Elle avait supplié de conduire elle-même, juste cette fois. Permis récent en poche, elle en était fière. Elle était même partie tôt pour être encore plus polie. Mon mari et moi travaillions tard tous les deux, donc le plan semblait logique, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Abby, j'ai dit doucement. Elle a ouvert les yeux immédiatement, comme si elle ne dormait pas vraiment. Et, pourquoi tu es ici? Elle s'est assise lentement. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place. J'ai cligné des yeux. De la place où? À table. Sa voix s'est cassée à mi-chemin. Elle a essayé de le cacher avec un haussement d'épaule. Ça n'a pas marché. Ils ont dit qu'ils ne m'attendaient pas, qu'il y avait déjà trop de monde. Mamie a dit qu'elle ne pouvait pas rajouter une chaise à la dernière minute. Elle avait l'air stressée. Comme si j'étais un fardeau en plus. Mais tu es arrivé à l'heure. Oui, pile à l'heure. Elle a ouvert la porte et avait l'air surprise. Comme si je m'étais trompé de fête. Puis elle a dit qu'il n'y avait plus de lit non plus. Elle a sorti l'excuse du genre « on ne veut pas que tu conduises tard ». Mais aussi qu'il ne savait pas où me faire dormir. Alors je suis parti. Quelqu'un a proposé de te ramener. Non. Je l'ai regardé fixement. Au moins, ils t'ont laissé manger. Encore un haussement d'épaule. La table était pleine. Lily était à ma place habituelle. Grand-père lui parlait comme si c'était une princesse. Personne ne m'a regardé. Puis mamie a dit, il y a juste trop de monde cette année. Et tante Janelle a hoché la tête. Alors je suis parti. Elle a jeté un coup d'œil vers la table. J'ai fait du pain grillé. Je me suis retourné et je l'ai vu. Une seule tranche sur un essuie-tout. Froide et un peu tordue. Une moitié de banane à côté. C'était son dîner de Noël. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas encore de la colère, juste cette sensation froide et fragile avant qu'on se brise. J'avais pas faim de toute façon, dit-elle. Pas vraiment. C'est là que ses yeux ont commencé à se remplir de larmes. Elle a essayé de les retenir. Mon Dieu, elle a essayé. Elle a regardé en haut, a cligné des yeux forts, a mordu sa lèvre, comme si elle pouvait mordre pour échapper à l'émotion. Ils ont fait comme si j'étais un fardeau, a-t-elle chuchoté. Comme si venir sans prévenir, c'était mal poli. Et puis elle a pleuré. Calmement, lentement. Comme un robinet qu'on n'arrive pas à fermer complètement. J'allais apporter une tarte, a-t-elle ajouté. Mais j'ai pensé qu'ils auraient déjà assez de nourriture. Je me suis assise à côté d'elle. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Elle s'est appuyée sans hésitation. Comme si elle se tenait debout uniquement par fierté. Après un moment, elle s'est essuyé le nez avec sa manche. Je sais qu'il ne t'aime pas, dit-elle. Mais je croyais. Elle s'est arrêtée. Tu croyais que t'étais juste l'enfant, pas concerné par les conflits. Elle a hoché la tête. Ils ne l'ont même pas dit méchamment, a-t-elle ajouté. Juste comme si c'était un problème pratique. Comme si j'étais une chaise pliante qu'ils n'avaient pas. Je ne suis pas allé me coucher tout de suite. Je suis resté dans la cuisine à regarder son sac encore fermé. Elle l'avait préparé avec soin. Elle avait choisi le pull que ma mère disait aimer. Elle avait apporté une petite boîte de biscuits qu'elle avait faite elle-même. J'ai ouvert le frigo. Il n'y avait rien de spécial. On n'avait pas prévu de Noël de secours. Pourquoi l'aurions-nous fait? On leur faisait confiance. C'est ça que je ne digérais pas. Pas le toast froid, pas l'absence de nourriture. Pas même le fait qu'elle ait conduit seule dans le noir. C'est qu'ils l'ont regardée droit dans les yeux. Cette fille douce, maladroite et courageuse, qui est arrivée à l'heure avec des biscuits et un sourire. Et lui ont dit, avec 28 personnes dans la maison. Il n'y a pas de place pour toi. Il ne voulait pas dire, pas d'espace. Il voulait dire, pas toi. Le lendemain matin,
Mon mari est rentré à la maison. Abby dormait encore. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté debout un long moment, silencieux. Puis il a dit: « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. Mais je savais déjà. Parce qu'il y a une différence entre tendre l'autre joue et rejeter une ado de 16 ans qui voulait juste être avec sa famille. Et ils avaient choisi la deuxième option. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai agi. Le lendemain matin, mes parents ont trouvé une lettre devant leur porte. Et ont commencé à crier. Je ne me souviens pas de la première fois où on m'a appelé la bizarre. Probablement avant même que je comprenne ce que ce mot voulait dire. Quand j'avais 6 ans, j'ai trouvé un oiseau mort. Et j'ai demandé si je pouvais le disséquer. Pas pour être flippante. Je voulais juste comprendre comment ça fonctionnait. Ma mère a tapé sur le comptoir et a crié: « Jésus, Kate, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Ma sœur Janelle a hurlé et a dit à tout le monde que j'essayais de fabriquer un zombie. J'ai été puni pour l'avoir effrayé. C'était le début de l'ambiance. J'adorais les livres d'anatomie. Je voulais un microscope pour Noël. Je posais des questions sur la circulation sanguine pendant le dîner. À l'école, j'étais celle qui levait la main. Dans ma famille, ça suffisait à te faire passer pour une frimeuse. Personne n'est allé à la fac. La plupart n'ont même pas fini le lycée du premier coup. J'étais la seule à étudier pendant les pubs à la télé. À 12 ans, mon père avait déjà commencé à plaisanter à moitié. Qu'il n'était peut-être pas mon vrai père. Impossible que tu sois ma fille, disait-il en riant. Une fois, je l'ai entendu se disputer avec ma mère alors qu'il me croyait endormi. Il lui demandait si elle l'avait trompé. Il disait qu'il s'était toujours demandé. Parce que je ne ressemblais à personne dans la famille. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'ai jamais posé de questions. Je n'ai jamais cherché à savoir. Au lycée, Janelle avait perfectionné son rôle de fille parfaite. Elle était bruyante, sociable, pas brillante à l'école mais super pour raconter ses échecs. Les gens l'adoraient. Elle savait pleurer sur commande. Et faisait croire à tout le monde qu'elle me protégeait. La pauvre sœur maladroite qui ne comprenait pas les blagues. Elle m'appelait « Docteur Folle » devant les autres. Quand je suis vraiment devenu médecin, elle a changé pour « Docteur pleine de fric ». Donc, une sorte de progrès. Quand j'ai eu la bourse complète pour l'université, mes parents ont été curieusement silencieux. Pas de fête, pas de câlin. Ma mère m'a juste demandé: « Tu penses finir avec qui ? Parce que les hommes n'aiment pas les femmes plus intelligentes qu'eux. » Je lui ai répondu: « Peut-être que je vais me marier avec moi-même. » Elle n'a pas ri. Ils ne m'ont jamais donné un centime. J'ai fait serveuse pendant toutes mes études de médecine. Je prenais les horaires que personne ne voulait. Je rentrais avec les pieds en feu et le cerveau cramé. Mais pour ma famille, j'étais la chanceuse. Ils ne sont jamais venus me voir. Pas une seule fois. Des années plus tard, après ma deuxième résidence, j'ai eu mon premier vrai emploi stable. Je commençais à peine à respirer. J'ai rencontré mon mari pendant un service de nuit. Très romantique, si vous trouvez l'épuisement partagé romantique. Et finalement, on a pu déménager dans un endroit où on mangeait autre chose que des nouilles instantanées. C'est là que les appels ont commencé. Tu peux nous aider pour la facture d'électricité? Tu peux co-signer ce bail. Tu peux demander à un ami médecin pour la grosseur sur le dos d'oncle Pet. J'ai aidé. Presque toujours sans hésiter. Quand mes parents approchaient la retraite, bien trop tôt et sans économie, j'ai pris le relais. Ils n'ont jamais été propriétaires. Toujours en location. Mauvais crédit, malchance, etc. Alors j'ai acheté une maison simple, 2 chambres. Je leur ai donné les clés. Je leur ai dit que c'était un cadeau. J'allais payer le crédit. La maison est à mon nom. Mais ils y vivent comme si elle leur appartenait. Loyer. 0. Facture. C'est moi. Santé. J'ai de l'assurance, donc je couvre. Je n'ai jamais dit non. Jusqu'à récemment. Il y a quelques mois, Janelle m'a appelé. Sa fille Lily, la petite parfaite, avait été acceptée dans un camp d'été scientifique très prestigieux. Elle a ton cerveau, m'a dit Janelle, comme si c'était un compliment. Ça peut changer sa vie. J'ai demandé combien ça coûtait. 1200. Elle a répondu. Mais ça les vaut. Et toi, plus que personne, tu devrais comprendre. C'est là que j'ai arrêté d'écouter. Abby n'est jamais allée dans un camp comme ça. Pas parce qu'elle ne pouvait pas. Elle n'a juste jamais demandé. Elle est réfléchie, raisonnable. Elle n'aurait jamais osé réclamer autant d'argent,
même si elle en avait eu envie. J'ai dit non à Janelle. Poliment, mais fermement. Je lui ai dit que je payais déjà le crédit de mes parents. Leurs soins, les urgences, tout ça. Que peut-être elle pouvait demander une aide financière. Ou voir s'il y avait un plan de paiement. Son ton a changé d'un coup. Waouh! Ça doit être sympa d'avoir tout ça et d'être aussi radine. C'est ta nièce. T'es juste jalouse parce que Lily, elle, va réussir. Ça m'a fait rire. Ou ça m'aurait fait rire. Si je n'avais pas entendu ma mère murmurer quelque chose de très similaire. Une semaine plus tard, croyant que je n'étais pas là. Apparemment, je bloquais Lily. Comme j'avais toujours bloqué Janelle. En étant la fille intelligente qui fait passer les autres pour des idiots. Juste en existant. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas cherché d'excuses. J'ai juste dit non. Et je le pensais. C'était 3 semaines avant Noël. Abby était super excitée d'aller au dîner de Noël. Elle se sentait adulte, maintenant qu'on lui faisait confiance pour y aller seule en voiture. Elle avait préparé un sac pour dormir. Elle avait même emballé de petits cadeaux pour ses petits cousins. Je lui ai dit qu'on se verrait le lendemain matin. Et je lui ai rappelé de m'envoyer un message quand elle arriverait. Elle l'a fait. Tout semblait bien. Quelques heures plus tard, je suis rentré chez nous. Et j'ai vu que, bien, avait été annulé. Abby a levé les yeux du canapé avec un sourire tremblant. Qui disait, s'il te plaît, fais semblant que ce n'est pas un désastre. Elle m'a dit d'une toute petite voix. Que mamie avait murmuré qu'il n'y avait pas de place. Ni à table, ni ailleurs. Même si elle avait compté 28 chaises occupées. Un problème de maths avec une seule variable, elle. Je l'ai écouté. J'ai laissé ces mots tomber dans la pièce, comme une valise qu'on lâche. Puis je l'ai serrée dans mes bras. Et j'ai laissé le silence parler. Elle s'est endormie. En portant encore le pull qu'elle avait choisi pour les impressionner. Quand la maison s'est enfin calmée. Je suis resté seul dans la cuisine. À fixer l'endroit où aurait dû être son dîner de Noël. J'ai repensé à chaque paiement de crédit. Chaque facture. Chaque, juste cette fois, devenu pour toujours. Ils n'avaient pas manqué de place. Ils avaient manqué de reconnaissance. Et ils avaient utilisé ma fille pour me le faire comprendre. C'est là que quelque chose a basculé. Plus d'explications. Plus de négociations polies. Je ne me suis même pas demandé si j'allais agir. Juste quand. On n'a presque pas parlé pendant le trajet. Mon mari était assis à côté de moi, silencieux. Sa main posée doucement sur mon genou. Comme un fil de terre pour me garder connecté. Pas vraiment pour me réconforter. Juste pour me montrer qu'il était là. Et c'était suffisant. Le matin après Noël. Le monde a toujours cet étrange silence cotonneux. Comme s'il flottait encore sur le sucre et les papiers cadeaux. J'espérais seulement que la maison serait vide. Elle ne l'était pas. Il y avait encore 2 voitures dans l'allée. J'ai reconnu celle de Janelle. L'autre, sûrement un cousin resté tard pour les restes. On est sorti de la voiture. Je tenais l'enveloppe bien serrée. Je n'avais pas dormi. Le service, la scène avec Abby, le dîner froid sur le comptoir toujours là. Tout bourdonnait dans ma tête comme un fusible grillé. J'ai sonné. Attendu. Personne n'est venu. J'ai sonné encore. J'ai frappé. Rien. Laissons-la là, a dit mon mari doucement. Je suis resté une seconde de plus. Puis j'ai hoché la tête. On est retourné à la voiture. J'ai glissé l'enveloppe contre le cadre de la porte. Là où elle ne pourrait pas s'envoler. J'ouvrais la portière quand je l'ai entendue. Le grincement de la moustiquaire. Un pas en chaussons. Je me suis retourné. Ma mère est sortie. Enveloppée dans cette vieille robe de chambre toute douce. Qu'elle portait toujours pendant les fêtes. Celle qu'elle se vantait d'avoir achetée à moins 90%. Elle s'est penchée, a ramassé l'enveloppe. L'a ouverte et a commencé à lire. Son visage est devenu vide. Puis pâle. Puis elle a hurlé. Franck. Sa voix a craqué comme un fil électrique qui lâche. Franck, viens ici. Elle est en train de nous foutre dehors. Mon père est apparu à la porte. Toujours avec les vêtements de la veille. C'est quoi ce bordel? Janelle a suivi, toujours en pyjama de Noël. Tasse à la main, comme si elle pensait que ce serait un matin tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère s'est retournée et a pointé l'allée du doigt. Comme si j'étais un animal errant qui venait de pisser sur son paillasson. Espèce d'ingrate de... On est monté dans la voiture. Et on est parti avant que je n'entende la fin de la phrase. Peu importe. Je connaissais les grands classiques.
Quand on est arrivé chez nous, mon téléphone vibrait déjà. Je l'ai ignoré. Puis encore. Et encore. La 6e fois, j'ai décroché. Comment tu oses? Hurla ma mère. Pas de bonjour. Pas de pause. Même pas un faux mot gentil pour Abby. Tu as perdu la tête. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Je pouvais encore entendre mon père gueuler derrière. Si tu fais ça, t'es plus notre fille, hurlait-il. Ils n'ont pas demandé pourquoi. Ils n'ont pas demandé ce qui s'était passé. Ils n'ont même pas mentionné Abby. Pas une seule fois. J'ai raccroché. Ils ont continué à appeler. Janelle a commencé à m'envoyer des textos. Je crois qu'un d'eux disait même. Tu vas ruiner ta réputation. Pense à ta carrière. Oh ma chérie. Mes patients s'en fichent bien de savoir où vivent mes parents. Le soir, mon téléphone ressemblait à celui d'un couple après une rupture. 32 appels manqués. 14 messages. 3 messages vocaux. Un cousin a même osé m'écrire. C'est pas à moi de juger, mais c'est un peu extrême. On n'a qu'une mère. Je n'ai répondu à aucun. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas. Évidemment, c'était ma mère. Elle était debout sur mon porche. Toujours dans la même robe de chambre toute douce. Tenant la lettre d'expulsion. Maintenant toute froissée et humide. Comme si elle l'avait serrée dans sa main pendant 2 heures. J'ai ouvert la porte. Mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle n'a pas attendu. Tu vas vraiment faire ça? A-t-elle craché. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai laissé planer un silence. Puis j'ai dit doucement. Tu parles de la maison que moi je vous ai achetée? Des factures que j'ai payées? Des soins médicaux que j'ai couverts parce que votre assurance ne remboursait pas vos médicaments contre l'hypertension? Elle a eu un petit mouvement de recul pendant une seconde. Puis elle s'est redressée, le regard dur. On t'a élevé. On t'a tout donné. Vous n'avez même pas laissé ma fille manger à Noël, j'ai répondu. Ça l'a arrêté. Mais pas longtemps. Ne fais pas ta drama queen. Il n'y avait juste pas assez de chaises. Il y avait 28 personnes, j'ai dit. Même un voisin. Elle a pincé les lèvres. Je n'ai pas envoyé cette lettre pour être cruelle, ai-je ajouté. Mais si tu penses que tu peux traiter Abby comme si elle ne comptait pas. Oh, pitié, a-t-elle coupé. Soudain tout excitée, comme si elle jouait une scène. Arrête de faire comme si on était des monstres. C'est toi qui détruis ta famille pour un malentendu. Et maintenant tu veux menacer tes propres parents. Elle a levé la lettre comme si c'était une preuve au tribunal. Et puis, je te jure que c'était comme du théâtre. Elle l'a déchirée en deux. Juste comme ça. En plein milieu. Comme si ça allait annuler un document légal. Voilà, c'est réglé, a-t-elle dit. Maintenant, si tu veux qu'on te pardonne, tu paies le camp scientifique de Lily. Et tu arrêtes ton caprice ridicule. Elle a souri. Comme si elle venait de résoudre le problème. Je n'ai rien dit. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils ne m'avaient jamais prise au sérieux. Pas quand j'étais enfant. Pas quand je suis devenu médecin. Même pas maintenant. Pour eux, j'étais toujours la gamine bizarre qui aimait les sciences. Celle qui devait être reconnaissante pour les miettes. Et qui devait savoir rester à sa place. La fille qu'ils supportaient, mais qu'ils n'ont jamais respectée. Ils pensaient que je ne mettrais jamais mes menaces à exécution. Mais ils s'étaient trompés. Alors j'ai laissé ma mère redescendre les marches, en marmonnant dans sa barbe comme une héroïne tragique. Et j'ai refermé la porte. Tranquillement. Calmement. Mais dans ma tête, je préparais déjà le prochain mouvement. Ma mère a déchiré la lettre d'expulsion. Comme si c'était une publicité pour le nettoyage de gouttières. Juste devant moi. Après m'avoir accusé d'être égoïste, sans cœur et mentalement instable. Puis elle a eu le culot de sourire et de dire « Paie le camp scientifique de Lily et on te pardonnera. » Elle a vraiment dit « On te pardonnera. » Comme s'ils étaient les victimes. Comme si avoir rejeté ma fille à Noël était une petite erreur de politesse. Pas un acte cruel. 2 jours plus tard, j'ai rencontré un avocat. Je lui ai tout raconté. La maison à mon nom. Le crédit que je payais depuis 7 ans. Les factures. La mutuelle dentaire. Tous les sacrifices silencieux. Il n'a même pas sourcillé. Je suppose que vous voulez une expulsion légale, a-t-il dit. Comme s'il parlait du temps qu'il faisait. J'ai hoché la tête. L'avis est parti la même semaine. 60 jours. Cachet. Signature. Et cette fois, il ne pourrait pas le déchirer pour faire comme si ça n'existait pas.
J'ai continué à payer le crédit. Pas question de flinguer ma cote de crédit juste pour faire un geste. Mais tout le reste, fini. Électricité, câbles, remboursements médicaux, coupé. Ils ont découvert ce que zéro soutien voulait vraiment dire. 2 semaines plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était tante Hélène, la gentille tante. Ou du moins je le pensais. Elle avait une boîte de biscuits à la main. Et un air de tristesse bien répété sur le visage. Kate, elle a dit. Je veux juste parler. Je l'ai laissée entrer. Je savais déjà pourquoi elle venait. On s'est assise dans la cuisine. J'ai servi du thé. Personne n'y a touché. C'est pas ton genre. Elle a commencé. Mettre tes parents dehors pour un malentendu. A-t-elle ajouté, doucement. J'ai ri. Un seul rire. Pas gentil. Je lui ai raconté toute l'histoire. La maison, les factures. La trahison du réveillon. Comment mes parents avaient trouvé de la place pour 28 personnes. Y compris un voisin et 2 cousins que je n'avais pas vus depuis 10 ans. Mais pas pour leur propre petite fille. Tante Hélène a pâli. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Ils ne vous l'ont pas dit, j'ai corrigé. Elle est repartie comme quelqu'un qui vient d'entendre quelque chose qu'on ne peut plus oublier. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message que je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, je comprends. 1 semaine avant la date limite. Mon avocat m'a appelé. Ils n'ont rien bougé, m'a-t-il dit. Alors on continue, j'ai répondu. J'ai mis la maison en vente le jour même. J'ai fixé un prix juste, pas trop élevé. Je ne voulais pas faire de profit, je voulais juste que ce soit fini. Un acheteur a fait une offre rapidement. Les familles adorent ce quartier. Mais il la voulait vide. Possession libre, m'a rappelé mon agent. C'est noté, j'ai répondu. Je ne suis pas allé le jour où ils ont été expulsés. Les nouveaux propriétaires ont géré ça par les voies légales. J'ai entendu dire que ce n'était pas joli. Mais ce qui est venu ensuite, ce n'était pas mieux. Janelle les a recueillis. Évidemment. Ma sœur a toujours aimé jouer à la fille parfaite. Elle donnait même des interviews aux cousins. Comme si c'était une tournée de presse. Elle les abandonne. Tout ça pour une petite erreur à Noël, disait-elle. 3 semaines plus tard. Elle était devant ma porte. Les yeux rouges, les cheveux en pagaille. Je n'en peux plus, dit-elle, sans même dire bonjour. Ils se disputent tout le temps. Maman dit que le salon est trop petit. Papa dit que mes enfants sont bruyants. Ils refusent de partager la salle de bain. Je deviens folle. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés. Ils ont besoin d'un logement, dit-elle. Tu pourrais au moins aider pour la caution. Juste un petit coup de pouce. Non, j'ai dit. Tu les as vus repousser Abby la veille de Noël et tu n'as rien dit. C'était ton choix. Voici le mien. Elle a cligné des yeux. Puis s'est retournée et est partie. 1 semaine plus tard. Elle les a mis dehors, elle aussi. Ils ont atterri dans une location dont personne ne rêverait. 2 pièces, un seul chauffage. Un perron penché comme s'ils s'excusaient. Leur pension ne couvrait à peine que le loyer et la nourriture. Fini les vacances. Fini les dîners entre amis. Fini la croisière qu'ils espéraient pour leur anniversaire. Ils ont essayé de faire pleurer dans les chaumières auprès de la famille élargie. Ils disaient que je les avais coupés du jour au lendemain. Que j'étais instable. Que j'avais toujours été froide. Mais à ce moment-là, j'avais discrètement contacté oncle et cousin. Je leur ai envoyé des copies de toutes les factures que j'avais payées. L'avis d'expulsion, daté et signé. Un cousin m'a juste répondu « Waouh !» Un autre ami un emoji signe pouce vers le haut. La famille ne s'est pas précipitée pour les sauver. Et moi non plus. 2 mois plus tard, Abby et moi étions assises sur le porche, en train de siroter un thé glacé. Pas de programme, pas de faux semblants. Juste un après-midi tranquille. Elle a dit « Tu sais, il ne me manque pas. » À moi non plus, j'ai répondu. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je l'ai ouvert par réflexe. J'espère que tu es fier de toi. Je l'ai supprimé. Sans pause, sans hésiter. Ils vont sûrement encore écrire, dit Abby, d'un ton calme. Ils le font toujours, j'ai dit. Mais ce n'est plus mon problème. Et c'était vrai. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place pour Abby à table. Maintenant, il n'y a plus de place pour eux dans nos vies. Plus de place pour la cruauté. Le contrôle. Ou la manipulation. 2 ans plus tard. Ils sont toujours dans cette location en ruine. Ils blâment toujours tout le monde sauf eux-mêmes. Abby, elle, s'épanouit.
Elle étudie ce qu'elle aime. Et l'argent de la vente de la maison a couvert bien plus que ses frais de scolarité. Ça lui a apporté la paix. Et à moi, un petit peu de guérison. Je ne réponds pas à leurs appels. Je n'envoie pas d'argent. Je ne perds pas le sommeil. J'ai protégé ma fille. Je l'ai choisie. Enfin. Mais dis-moi, est-ce que je suis allé trop loin? Ou juste assez loin? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu veux d'autres histoires comme celle-là, abonne-toi et clique sur la cloche.